En septembre dernier, la jeunesse se soulève au Népal, aux Philippines, au Maroc et à Madagascar. Pendant plus de 2 semaines, la génération Z manifeste. Des émeutes réprimées dans le sang qui font plusieurs centaines de blessés et 22 morts. Face à l'escalade, le 11 octobre, le président Andry Rajoelina prend la fuite et est destitué. 3 jours plus tard, l'armée prend le pouvoir. Aujourd'hui, un nouveau gouvernement vient d'être nommé. Mais la génération Z est toujours sur ses gardes. Jenny Rangiari Malala est étudiante en sociologie. Ici, on est dans mon quartier. C'est l'un des plus pauvres d'Antananarivo. Dans le quartier d'Anosibé, plus de 5000 personnes s'entassent dans des baraquements de fortune. Aucune habitation n'est raccordée à l'eau courante. On récupère l'eau ici. On fait la queue pendant 2 heures parce que le débit de l'eau est très bas. À Madagascar, seul 1/3 de la population a accès à l'eau potable. Toc toc toc. Voilà la maison. Et ici, c'est notre salon. Jenny vit dans 47 mètres carrés avec toute sa famille. Nous habitons tous ici. Les 3 garçons sont en haut et les 3 filles en bas. Et 3 personnes dans ce lit-là. Là, ce sont mes petites cousines. Elles sont originaires de la campagne. C'est comme ça que l'on vit. On n'a pas d'espace. Nous sommes les uns sur les autres. L'étudiante en sociologie appartient à la génération Z. Cette jeunesse de moins de 30 ans, ultra connectée, et qui s'est révoltée dans de nombreux pays. À l'origine de la colère à Madagascar, la corruption et les inégalités. C'était le premier jour des manifestations. On nous jetait des bombes lacrymogènes. On est juste munis de papier, non de fusils. J'étais avec cette amie de la génération Z. C'était le début de la répression contre les manifestants. Les réseaux sociaux sont la vraie force de ce mouvement. C'est ici que nous recueillons les idées des jeunes. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ne voulez pas? C'est grâce aux réseaux sociaux qu'on a pu développer le mouvement. Je n'en peux plus de ces injustices. Les gens des classes sociales inférieures travaillent dur. Ils sont simplement épuisés. Le système, lui, est corrompu. Et les politiciens ne pensent qu'à s'enrichir. Le quotidien de la famille de Jenny, comme celui de tous les Malgaches, est rythmé par les coupures de courant. 4 heures par jour en moyenne. Adzan Irina, le père de Jenny, travaille sur ce stand d'un marché de la capitale. Il répare des appareils électroniques pour des particuliers. À chaque coupure, il est au chômage technique. À l'époque, on nous interdisait de participer aux manifestations. Mais la génération Z n'est pas comme ma génération. Cette jeunesse n'a pas peur. Elle est courageuse. On ne pouvait pas lui interdire d'aller manifester. Pas d'électricité, pas d'eau. Mais pourtant, l'ancien régime a investi dans des chantiers pharaoniques. Comme ce téléphérique de Tananarive, à 152 millions d'euros. À 60 centimes d'euros le ticket, quand 70% de la population malgache vit avec moins d'1,60 € par jour. Bonjour monsieur. Est-ce qu'il y a l'électricité pour ouvrir ici, pour que ça marche? Non, il n'y a pas d'électricité, mais il y a un groupe électrogène. Mais le groupe électrogène ne marche pas parce que le gasoil, ça coûte trop cher. Faute de courant pour le faire fonctionner, le téléphérique est aujourd'hui fermé. Aujourd'hui,
Nous écrivons une nouvelle page de notre histoire. Voici le projet le plus décrié de l'Ancien Régime. L'autoroute AR1, censée faire 260 km pour relier la capitale à l'est du pays. Sur cette vidéo promotionnelle, le président Radziwiłł inaugure en grande pompe le premier tronçon. Depuis des mois, les pelleteux sont à l'arrêt. Seuls 8 km ont été construits en 3 ans. Cette autoroute passe par les champs de nombreux agriculteurs, comme ici, dans le village d'Ambou-Mandrousse. Julienne Rabetou-Kounani est agricultrice. Elle a été expropriée de ses terres à cause de l'autoroute. Quand le gouvernement a construit la route, il a détruit mes 3 rizières. Je suis très triste, car on n'a plus de riz maintenant. Donc à chaque fois que l'on passe ici et que je vois les terres que j'ai perdues, ça me fait très mal. 20 villageois comme Julienne ont perdu leurs champs. Alors en cascade, c'est le futur de leurs enfants, la génération Z, qui s'assombrit encore un peu plus. Julienne a 6 enfants, tous inquiets pour leur avenir. Sa cadette, Miora, est lycéenne. Elle n'a pas manifesté. Pour elle, l'école va s'arrêter. Ses parents n'ont plus les moyens. Je rêvais de faire des études d'agroécologie. Et aujourd'hui, comme on n'a plus de terre, plus d'argent, je ne pourrai pas. C'est difficile pour elle. Elle a beaucoup de peine car son avenir aussi est détruit. À 26 km de Tananarive, l'école polytechnique est le fleuron de la faculté malgache et le bastion de la révolte de la génération Z. Faneva Rujuni Aina a 25 ans. Il est en Master 2 de génie industriel. Là, c'est les amphithéâtres. Les étudiants n'ont pas de calendrier de cours fixe. Et souvent, faute de moyens de transport, leurs enseignants sont aux abonnés absents. C'est à quelle heure le cours? C'est à 9h30. On est en retard. Les cours ne commencent jamais à l'heure dans les facs publiques. 350 ingénieurs sortent de cette école chaque année. Le campus de Polytechnique date des années 50. Des bâtiments vétustes où vivent 3400 étudiants. Faneva vit dans le bloc 19. Je vous présente mes colocataires. Il partage cette chambre de 9 mètres carrés avec 5 autres étudiants. On mange ici, sur cette table, et c'est aussi là qu'on étudie. On a de la chance de n'être que 6 à vivre ici. Dans d'autres chambres, ils sont 7 à 8. Faneva est le président de l'association des étudiants, le chef de file de la contestation sur le campus. Dans la chambre de Faneva, l'installation électrique est inexistante. Quand Marius veut cuisiner, c'est le système D. Là, on utilise une résistance pour faire fonctionner le réchaud. Je prends le fil directement sans passer par la prise parce qu'elle ne fonctionne plus. C'est la débrouille. C'est pas un peu dangereux, là, ce système? Bah, il faut faire attention. Un accident peut arriver, mais bon, on a pris l'habitude. Un quotidien difficile pour des jeunes bien souvent déracinés. Faneva est originaire de la région d'Androui, au sud de Madagascar. Il n'est pas rentré chez lui depuis 5 ans. Et faute de réseau sur place, difficile d'avoir des nouvelles de ses proches.
Je suis très triste de ne pas être aux côtés de ma famille. J'ai pas les moyens de leur rendre visite. Mais je m'accroche à un objectif pour tenir. Je veux décrocher mon diplôme. 950 kilomètres le séparent de sa famille. Plus de 2 jours de route en empruntant des pistes quasi impraticables. Dans cette région touchée de plein fouet par la sécheresse, la plus pauvre du pays, la génération Z ne s'est pas mobilisée. La famille de Faneva vit dans le village d'Ampainjeluke depuis 5 générations. C'est ici que Faneva a grandi. C'est là que ses parents sont nés. Sambo est l'oncle du polytechnicien. Zafimara, 65 ans, sa grand-mère. Tous deux soutenaient l'ex-président. Avec le combat de Faneva, ils ont pris conscience des failles de l'ancien régime. Je ne suis pas en colère que mon petit-fils ait participé à ces manifestations. J'avais surtout peur pour lui. Chaque jour, je jetais de l'eau sur les murs. C'est une coutume chez nous pour chasser la peur. En faisant ces manifestations, ces jeunes réclamaient leurs droits. Ils ont fait ça pour l'avenir de la patrie. Pendant la révolte, j'appelais souvent Faneva. J'étais inquiet à cause des blessés. Un tout autre avenir est réservé aux jeunes qui restent au village. Car dans la région, la plupart des enfants arrêtent l'école avant le collège pour s'occuper des champs ou du bétail. Comme Feno Didi, le cousin de Faneva. J'aurais aimé faire des études, mais mes parents n'avaient pas les moyens et il n'y avait personne d'autre pour s'occuper de nos ébus. La vie ici est très dure. La pluie, c'est ce qui nous manque le plus, car sans la pluie, rien ne pousse ici et on n'a rien à manger. Cette jeunesse du Sud ne pense qu'à sa survie. 95% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Et avec nous, Sonia Sadone, journaliste, envoyée spéciale. Merci d'être avec nous. Avec nous également, Fanny Vuellin. Vous êtes chercheuse en géographie urbaine à l'Université de Berne. Vous êtes spécialiste de Madagascar. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Première question à vous, Sonia Sadone. Que devient le mouvement de la Gen Z et que deviennent les protagonistes de ce reportage, notamment Jenny ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la contestation continue, malgré le coup d'État, le nouveau gouvernement en place. 9 mois après, on a les jeunes qu'on a filmés. Je vais garder le lien avec eux. Ils sont toujours dans cette volonté de développer le mouvement, de monter au créneau s'il le faut, de retourner manifester. Et un certain nombre de personnes du mouvement, 4 membres, ont été arrêtés, d'ailleurs, en avril dernier, pour avoir manifesté de nouveau cette volonté d'avoir des élections, cette volonté de lutter contre la corruption. Et ils n'arrivent toujours pas à faire vraiment entendre leur voix. Donc on sent qu'on est un petit peu sur la fin de la lune de miel avec ce nouveau gouvernement. Donc Jenny continue de s'impliquer dans le mouvement et la Gen Z est en train de se structurer, d'essayer de se constituer comme un parti politique. C'est vraiment la volonté de se faire entendre et ils ont l'impression qu'il va falloir se rassembler sous forme d'un parti pour faire entendre leur voix aujourd'hui. Fanny Vuellin, les nouvelles autorités ont-elles répondu aux aspirations et aux revendications de la Gen Z au cours des 9 derniers mois ? Non, je ne pense pas que les nouvelles autorités répondent aux besoins et aux revendications de la Gen Z et du peuple malgache de manière générale. Comme Sonia le disait, les jeunes continuent à manifester, sont redescendus dans la rue et je pense qu'on est dans la continuité du régime précédent puisque ces jeunes ont été arrêtés de façon assez arbitraire. Le nouveau régime continue à verrouiller l'espace politique, la liberté d'expression. Il essaie de s'entourer de gens qui sont proches de lui. Il a aussi récemment limogé son Premier ministre
probablement parce qu'il contestait un petit peu la position de Randjanirin, donc du président, sur sa politique et les liens qu'il essaye de construire avec la Russie. Donc je pense qu'on est dans cette dynamique où Randjanirin essaye de consolider un pouvoir très centré autour de lui, de sa propre personne. Il s'entoure de gens qui ne vont pas le contredire et il continue à réprimer l'opposition. Donc je pense qu'il n'y a pas de véritable rupture avec le régime précédent. Les nouvelles autorités avaient promis une élection présidentielle en 2027. Est-ce que cela est toujours d'actualité ? Alors, peu après qu'il ait pris le pouvoir, le colonel Randjanirin a annoncé qu'il y aurait une transition de maximum 2 ans. Un peu plus tard, il avait dit que ça pourrait durer maximum 4 ans. Donc, il essayait de grappiller 2 ans, disons. Et puis, finalement, il est revenu à 2 ans, donc oui, la fin 2027. Et je ne sais pas si ces élections auront vraiment lieu comme prévu fin 2027. Mais ce qui me semble assez clair, c'est que le gouvernement militaire se prépare clairement à rester au pouvoir sur le long terme, qu'il y ait des élections ou pas. En verrouillant peut-être ces élections. Voilà, c'est ça. Et puis Randjanirin a aussi lancé très récemment une organisation soi-disant politique, mais en réalité proche de lui, qui sillonne le pays pour essayer de rassembler du soutien pour sa candidature. Et ça, enfin pas sa candidature encore, mais en tout cas pour son gouvernement. Donc je pense qu'il ne va pas laisser le pouvoir en 2027. Sonia Sadone, 64% de la population malgache a moins de 25 ans. On le voit dans le reportage, il y a la jeunesse de la campagne, dans le sud, il y a la jeunesse de la ville, de la capitale, d'Antananarive, mais il y a aussi les jeunes de la diaspora. Est-ce que ces 3 jeunesses, elles arrivent à faire front uni, ensemble, à parler d'une même voix ? Alors, en fait, à l'origine de ce mouvement Gen Z de Madagascar, il y avait cette diaspora qui voyait la situation du pays, qui voyait le pays se débiter avec les coupures d'eau, d'électricité très importantes, puisque la diaspora est toujours en lien, justement, avec vraiment la jeunesse malgache sur place. Et donc, cette diaspora, par le biais des réseaux sociaux notamment, et de Discord en particulier, qui a une messagerie cryptée, a réussi à créer une unité, en fait, au sein de la jeunesse. On a eu la jeunesse universitaire aussi qui s'est associée, des grandes universités de Tananarive. Et puis la jeunesse, on va dire, des campagnes a pris un petit peu le mouvement en cours avec les manifestations qui se sont passées. Donc c'est notamment grâce aux messageries cryptées, à cette communication protégée, à cet anonymat au sein de la jeunesse, qu'en fait, elle a réussi à s'unir, à trouver des points de rendez-vous, à se retrouver, à faire des manifestations sans que les forces de l'ordre soient forcément au courant de ce qui était mis en place. Et aujourd'hui, la jeunesse continue d'essayer de trouver, de faire front, de faire unité, mais je crois qu'en tout cas dans les jeunes qu'on a suivis, il y a un certain nombre qui ont été inquiétés par les forces de l'ordre, parce que surveillés par la police secrète, avec des téléphones coupés, des conversations écoutées. Donc en fait, je pense que c'est notamment grâce aux réseaux sociaux qu'elle arrive à créer cette organisation, mais que c'est de plus en plus compliqué d'aller jusqu'à la rue pour faire porter sa voix. Fanny Vuela, le colonel Mikhail Randjanirin s'est rendu à Moscou en février dernier. Il a aussi accueilli le directeur des renseignements russes. Est-ce qu'on peut parler d'un vrai rapprochement avec la Russie ? Oui, je pense qu'il y a un gros rapprochement avec la Russie qui est en train de se faire. La Russie est présente à Madagascar depuis 2018 déjà. Elle avait déjà essayé d'influencer les élections à ce moment-là en finançant des candidats secondaires, donc sans impact sur le résultat des élections au final. Mais je pense que là, la Russie est vraiment passée à l'étape supérieure en envoyant aussi des chars, des armes à Madagascar, en invitant plusieurs membres de la commission électorale malgache à aller faire des formations en Russie. Donc je pense qu'il y a eu une accélération assez impressionnante de la présence et de la diplomatie russe à Madagascar. Et cela nous fait penser à ce qui s'est passé notamment au Mali, ou en tout cas à travers l'Africa Corps. C'est le même schéma ou pas ? Oui, absolument. Oui, je pense que oui. Je pense que la Russie essaye aussi d'influencer la politique étrangère des États africains pour qu'ils aient une politique un peu plus favorable à la Russie. Et puis, ça a aussi mené à un gros affaiblissement de la France au Sahel, donc ça redistribue les cartes. Justement, où en est la relation entre la France et Madagascar ? On sait que notamment la France a aidé André Azoulay à s'exiler.
Oui, Anne Schratzwell était réputée très proche de la France. On a aussi suspecté la France de l'avoir aidé à prendre le pouvoir en 2009. Je pense que cette proximité avec le gouvernement déchu fait que la situation est un peu plus froide maintenant, disons, entre Ranjanirin et la France. Ranjanirin a menacé ou a même expulsé un employé de l'ambassade de France. Donc, je pense qu'il y a un petit refroidissement, mais malgré tout, je pense que ni la France ni Madagascar n'ont intérêt à ce que les relations se dégradent et que la France va rester, ou tenter en tout cas de rester un partenaire important de Madagascar. Alors, Sonia Sadone, vous êtes rendue dans le sud du pays où alors là, le contraste est frappant avec ce qui se passe dans la capitale, Antananarive. Est-ce que les aspirations sont autres? On sait que la malnutrition dans cette région notamment fait des ravages. Dans l'intégralité de votre reportage que l'on peut visionner sur le site de France Télévisions, on peut voir l'état catastrophique des hôpitaux. Quand je dis l'état catastrophique, c'est presque même l'absence d'hôpitaux et de services de santé. Cette population du sud de Madagascar, elle vous l'a dit, elle se sent abandonnée par la capitale, par Antananarive, par le pouvoir central. Oui, tout à fait. En fait, le sud, déjà malheureusement, il est complètement déconnecté de la capitale parce qu'il se retrouve à plus de 2 jours de voiture sur des pistes absolument impraticables. Cette région, malheureusement, est frappée par une sécheresse climatique depuis un certain nombre d'années. Il y a une famine. On est sur un état de subsistance, on est sur une survie de la population qui se retrouve tout à fait déconnectée des problématiques politiques. Cette jeunesse, cette génération Z du sud de la région Andoury, sa priorité, c'est la survie. C'est d'essayer d'avoir une récolte, c'est d'essayer de faire vivre sa famille, de faire nourrir le bétail. Et donc, on n'est pas du tout sur la même problématique d'essayer de lutter contre la corruption, comme peut être, on va dire, vraiment le fer de lance de la jeunesse urbaine de Tananarive. Donc oui, il y a un abandon. Il y a un abandon puisque les seuls à venir véritablement en aide, ou en tout cas de manière proactive, ce sont les ONG. Et notamment dans le reportage, on illustre bien la situation de l'ONG Médecins du Monde qui va au-devant de ces populations du Sud qui ont un accès à l'eau absolument presque inexistant et surtout un accès aux soins tout à fait chaotique. Fanny Vuellin, à l'inverse de cette situation dans le Sud, on l'a vu, on le voit dans le reportage, les grands projets pharaoniques, le téléphérique, l'autoroute, dont la construction s'est quand même arrêtée au bout de quelques kilomètres. Et comment expliquer que l'ex-président Andry Rajoelina ait lancé des travaux d'une telle ampleur, alors que la capitale même a besoin d'électricité, d'eau courante. Comment on l'explique ? En fait, Rajoelina avait basé tout son programme de développement du pays sur la construction d'infrastructures à grande échelle, pour 2 raisons principales, je pense. La première, c'est que ces grands projets permettent d'attirer des capitaux importants dans le pays et donc d'alimenter la rente étatique. Et le deuxième aspect, c'est la fonction symbolique de ces projets. Parce qu'à travers eux, il pouvait projeter une image de tant de modernité que de tradition. Il avait aussi un projet de nouvelle ville qui a beaucoup fait parler, qui a commencé à être construit en périphérie d'Antananarive. Il a aussi construit des projets sur des sites emblématiques de l'histoire malgache, donc il essayait un peu de se placer dans la continuité du pouvoir royal. Et il espérait de cette façon renforcer sa légitimité à exercer le pouvoir, mais comme on le voit, ça s'est largement retourné contre lui, puisque ces projets ne répondaient pas du tout aux besoins de la population. Je pense que les coquilles vides derrière ces projets-là ont finalement joué un rôle important dans le déclenchement des manifestations et dans la chute au final du président. Sonia Sadone, vous abondez dans ce que dit Fanny Vuellin. Il y avait peut-être aussi un petit côté déconnecté de la part du président, de l'ancien président malgache. Les Malgaches ne comprennent pas du tout pourquoi ces investissements d'ampleur ont été mis sur des projets qui ne les touche pas. Donc effectivement, je pense que Andry Rajoelina voulait vraiment il projetait une image de grandeur du pays, il avait toute une ambition d'investissement, de volonté d'attirer des capitaux étrangers et sans prendre conscience des fondamentaux pour juste faire en sorte que les Malgaches vivent mieux, c'est-à-dire avoir accès à l'eau courante, avoir accès à l'éducation et avoir accès à l'électricité. Et une meilleure école aussi. Une question, Sonia Sadone, pour clore cette émission. Cette jeunesse qui s'est révoltée, est-ce qu'elle a des raisons d'espérer un avenir meilleur ?
Alors cette jeunesse, on lui souhaite de l'espérer et je pense que voilà, pour avoir rencontré un certain nombre de membres de la génération Z, je pense qu'ils sont vraiment encore dans cette volonté d'être combatifs. La lutte de cette génération, elle n'est pas du tout terminée. Hein. Ils vont tout faire pour faire entendre leur voix, même si parfois c'est un petit peu au péril de certaines arrestations arbitraires. Donc en fait, je pense que oui, il y a de l'espoir. Notamment, cette jeunesse, elle compte aussi sur le fait de partir, de quitter le pays, peut-être de se donner une opportunité d'aller faire ses études à l'étranger, ou en tout cas d'avoir plus de chances de réussir à avoir un travail, puisque c'est toute la difficulté de la jeunesse malgache, et qu'elle se retrouve à faire des études au sein des universités de Tananarive, et elle n'a pas d'emploi derrière. Le taux de chômage explose. Donc en fait, je pense que cette diaspora, peut-être, qui va se créer, reviendra certainement au pays. Et il faudra du temps, mais en tout cas, elle va pas baisser les bras, cette jeunesse malgache. Merci Sonia Sedon, merci Fanny Vuelin d'être venue sur le plateau d'Objectif Monde l'Hebdo. Voilà, merci à vous deux. C'est la fin de ce nouveau numéro. Vous pourrez retrouver cette émission sur TV5 Monde Plus et sur le site internet de la RTS.